Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors, j'ai déjà testé 2 ou 3 ordinateurs, des mini PC, pour le travail dans l'atelier. Mais ces mini PC, comme celui que j'ai ici à mon ordinateur, sont des mini PC qui sont quand même relativement coûteux, avec des performances qui sont utiles pour l'utilisation d'un PC de tous les jours, pour faire un peu de modélisation 3D, etc. On m'a demandé, ou on m'a dit que ces choses étaient un petit peu chères, et j'ai proposé à Geekom de tester un mini PC qui était vraiment pas cher. Donc on est vraiment sur un prix, on va le regarder juste après dans les caractéristiques. On tourne aux alentours de 200 €. J'ai plus en tête exactement à combien il est. Et donc je leur ai proposé de me l'envoyer pour que on le teste ensemble. Alors c'est un mini PC qui est relativement évolutif, qui a un processeur Intel N100 avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD. Et donc, on va regarder un petit peu ce que permet dans l'atelier de faire ce mini PC. Ou plus concrètement, on va se poser la question, est-ce qu'un mini PC comme ça à 200 € vous permettra de contrôler et avoir les choses nécessaires à faire dans votre atelier, c'est-à-dire utiliser un slicer, lancer Lightburn, surfer un peu sur internet pour aller chercher des images par exemple ou autre. Bref, dans cette vidéo, on va regarder ce que peut faire un mini PC comme ça dans un atelier. Et puis si ça vous intéresse, il y a un lien affilié en description. Voilà, si ça... Je pense que moi, je vais m'en servir à terme, au-delà de la vidéo, après l'avoir testé, comme un petit PC contrôleur pour des appareils particuliers, notamment par exemple le Laser CO. Je pense que je vais le passer sous Linux ou Elementary OS, mais ici on va d'abord regarder là ce que vous pourriez faire avec ce mini PC si vous l'achetez et à quoi il ressemble. Allez, c'est parti pour les caractéristiques et après on fait le unboxing. Alors pour les caractéristiques de l'ordinateur, on est sur Geekom, il y a livraison gratuite et garantie de 3 ans, ok. On est à 239 € avec le processeur Alder Lake N100 de 12e génération. Je ne sais pas du tout dans la charte des processeurs ce qu'il vaut, etc. Donc moi c'est vraiment sur l'empirisme que je le teste pour voir un petit peu les possibilités dans l'atelier. Ils nous disent que là-dedans il y a 8 Go de RAM, on peut l'étendre jusqu'à 16. Il y a un SSD dedans, on peut le remplacer pour aller jusqu'à 2 Tera de SSD. On a du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et on peut aller jusqu'à 2 écrans avec les connectiques qui sont là. Bon voilà, on a un look qui est relativement sobre. Il prend pas beaucoup de place, mais ça on verra plus tard dans la vidéo. Le processeur, c'est un processeur 4 cœurs 4 threads, mais qui consomme vraiment pas beaucoup. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir éventuellement... On n'a pas toujours besoin d'avoir des machines de guerre qui dépensent énormément, surtout quand dans l'atelier, on dépense déjà pas mal beaucoup. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est de trouver un bon rapport performance-prix-consommation. Est-ce que ce mini PC en est un? On verra ça après dans l'atelier. Et alors vous voyez dans la vidéo, je disais que je ne sais pas c'était quoi ce truc, alors j'aurais dû regarder les caractéristiques avant. Je ne l'ai pas fait, je le fais jamais en général pour pouvoir garder au moment de l'unboxing un petit peu de surprise. Mais donc il y a un connecteur 9 broches sur le panneau avant qui offre des options de connectivité flexibles et pratiques, ce qui facilite la connexion d'une variété de périphériques. Bon, ok, donc voilà, on peut... venir mettre, c'est en fait les mêmes choses qu'il y a sur les cartes mères, mais si on veut venir rajouter des choses comme une LED, rajouter un bouton d'interruption, voilà, c'est la première fois que je vois ça sur un mini PC, mais pourquoi pas. Et il y a un Windows 11 qui est une licence Windows 11 qui est inclus dans le prix, alors peut-être que maintenant c'est gratuit, Windows 11, j'en sais rien, mais en tout cas c'est dedans. Bon, alors déjà en termes de unboxing, on voit qu'on est... Bon, c'est du Geekom, donc ils sont en général assez sérieux dans leur packaging, malgré le fait qu'ici, le prix est quand même tout petit. Alors, si je l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit? On a une boîte qui est assez sobre. Le mini PC en lui-même est vraiment mini. C'est vraiment tout petit. Vous voyez, si on le regarde de plus près, bon, on va faire un petit peu d'ASMR.
il est petit, mais il est lourd pour aussi petit. En général, lourd, c'est plutôt un bon signe. Qu'est-ce qu'on a? On a un mini PC qui est équipé quand même de pas mal de connectiques. On a ici une espèce de port série, mais je ne sais pas à quoi il sert, je dois avouer. Il y a un petit cache dessus et j'ai regardé un peu dans le manuel et c'est pas indiqué. Bon. Peut-être, enfin voilà, je vais me renseigner, mais là, comme ça, je sais pas. On a deux ports USB. C'est des ports USB 3. Le bouton de démarrage. Et derrière, un port HDMI, un port DisplayPort, un port RJ45, deux ports USB 2, deux ports USB 3 Gen 2, un verrou Kensington sur l'autre côté, mais par contre, pas d'USB-C sur ce petit modèle. Ensuite, on a une petite carte, hein, ils sont gentils, ils nous disent merci, voilà. Un câble d'alimentation. Le petit manuel, c'est là que je disais, bon, il est assez clair pour les possibilités. Vous voyez qu'on peut venir remplacer le SSD par un SSD M2, par un autre, si jamais on avait envie. On peut rajouter ou remplacer la RAM également, si on veut le booster un petit peu. Donc il suffit pour ça de l'ouvrir. Alors, plus précisément, au niveau des ports USB, on a en façade deux ports USB 3.2 Gen 1 et à l'arrière, deux ports USB 3.2 Gen 2. Pour le reste, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce petit manuel. Alors, on a l'adaptateur secteur et un système d'attache VESA pour pouvoir le mettre derrière un écran. Alors moi, je ne peux pas le faire sur mon écran ici parce qu'il est attaché à un bras sur le mur. Mais si vous avez juste un écran, ben, ça se glisse simplement et ça vous permet de faire en gros un PC tout en un, hein, un iMac version PC. Hein, vous mettez un écran, vous le mettez dessus, c'est branché, vous voyez rien de l'extérieur, ça prend pas beaucoup de place, c'est plutôt pratique. Ah, et j'oubliais parmi les câbles, on a également un câble HDMI qui est fourni avec. Donc voilà, tout ce qu'on a. Alors, on le voit, c'est emballé de manière relativement soigneuse. C'est moi qui fais le cochon ici. C'est emballé de manière relativement soigneuse. On va maintenant le lancer. Je vais voir, je ne sais pas s'il y a un Windows dessus. S'il n'y a pas de Windows dessus, j'installerai directement Elementary OS. Et ben voilà, hein. C'est parti. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment on branche un ordinateur, puisqu'il suffit du câble HDMI et du câble de courant. Bon, alors voilà, dans mon atelier bien en bordel, comme un bon vrai maker, je viens de l'installer, enfin j'ai remplacé l'autre que j'ai pour le test. Alors, ben, je ne peux pas filmer évidemment tant que je n'ai pas démarré et puis installé au moins OBS. Donc, ben, on va commencer par faire ceci. Alors là, j'en suis au premier démarrage, je découvre en même temps que vous. J'appuie sur le bouton, il y a un bruit de ventilateur qui se met en route, mais qui s'arrête tout de suite. Alors, ben, je pense qu'il y a bien un Windows installé dessus. Il y a du Wi-Fi 5, hein, puisque j'ai deux réseaux et j'ai mon réseau Wi-Fi 5. Il est occupé de se connecter. Il va faire toute une série de mises à jour. Et je reviens vers vous, hein, parce que je ne vais pas vous montrer tout ça, ça n'a pas de sens. Je reviens vers vous quand j'aurai pu installer OBS et on passe sur l'ordinateur pour voir un petit peu comment est-ce qu'il travaille et ce qu'on peut faire avec dans un atelier. Alors voilà, j'ai procédé à l'installation. Jusque-là, tout s'est bien passé. J'ai pas de gros ralentissement. On va aller regarder un petit peu les caractéristiques dans le système. Donc on a ici le R12 Lite. C'est donc un Intel N100 là cadencé à 800 MHz avec un maximum de 3,4 GHz, je pense. Il y a 8 Go de RAM. On est sur un processeur et le système d'exploitation 64 bits. Donc ben voilà, hein, jusque-là, une petite fiche technique relativement modeste, mais c'est surtout au niveau de son fonctionnement de manière empirique qu'on va regarder ce que ça fait. Alors, on a 128 mégas de mémoire vidéo dédiée, c'est pas beaucoup, mais il partage de la mémoire avec la mémoire RAM pour avoir un peu plus de mémoire vidéo.
Bon, alors pour la suite, hein, comme je le disais, je veux tester de manière empirique. Alors on va se poser la question, qu'est-ce que nous les makers, on a besoin dans notre atelier, hein, comme pour une petite machine de dépannage, pour éviter de devoir toujours partir de son bureau, ou voilà, pour une machine contrôleur. Alors les imprimeurs 3D, on a besoin d'imprimer. Donc on a besoin pour ça de slicers. Alors on va commencer avec les slicers. Je vais tester Orca et je vais tester Cura avec un modèle relativement simple en polygone, et un modèle relativement complexe en polygone. Alors petite chose ici en temps réel pour vous montrer le temps qui télécharge le fichier, les fichiers Orca et Cura. Voilà un petit peu comment la fluidité de l'interface sur du surf. Donc on est sur quelque chose qui est assez assez fluide. Alors là je viens chercher Orca directement. Vous voyez il télécharge. Alors au niveau du Wi-Fi, au passage, on va regarder un petit peu la bande passante. On ne sait jamais que la puce Wi-Fi qui est intégrée ne gère pas ça très bien. J'ai en général entre 70, 70 et 80 mégabits seconde sur ma connexion et aux alentours de 20 mégabits seconde en upload. Je fais ici un speed test. Alors je le fais en temps réel avec vous. Je le laisse, voilà, on va autoriser. Et voilà le résultat. Bon, j'ai quand même passé parce que c'était un petit peu long. Là, je suis sur l'upload, donc les performances sont là. Hein. On est aux alentours de 50-60 mégabits seconde en Wi-Fi dans l'atelier qui n'est pas l'endroit où j'ai le plus de réseau. Et on est à 20 mégabits en upload, donc les performances sont correctes de ce côté-là. Bon, alors voilà, j'installe Orca Slicer. L'installation se passe relativement rapidement. Même en fait, normalement, j'ai pas eu l'impression que c'était une grosse galère à installer. Et au passage, je vais chercher deux modèles à imprimer. Un modèle avec beaucoup de polygones et un modèle avec peu de polygones. Alors voilà, l'installation d'Orca Slicer, c'est bien déroulé. Je vais créer une imprimante. Non, je vais venir mettre une imprimante, hein, une Prusa. Je vais mettre la Prusa 5 têtes et je vais faire un slice sur la Prusa 5 têtes, hein, comme ceci, vite fait. On va voir ce que ça donne. Bon, alors pour la première impression, j'ai pris un modèle comme ceci. On a 212 000 polygones à peu près. Là, vous voyez un petit peu du ralentissement. Alors, je peux vous garantir que ça avait l'air d'être plus fluide à l'ordinateur. Je pense qu'ici, mon export avec OBS a eu un petit souci, mais c'était relativement fluide. Hein, c'était même globalement fluide. Je fais ici la découpe. Je vais laisser en temps réel la découpe pour que vous puissiez voir avec un modèle comme ceci à 212 000 polygones le temps que ça prend. Je rappelle ici, on est sur un petit ordinateur, pas très cher, et qu'il ne faut pas comparer avec un ordi qui vaut 5 fois son prix, voire 10 fois son prix, hein, évidemment. C'est sûr et évident qu'on aura moins de performance sur cet ordinateur-là que sur un ordi à 5 fois le prix. Bon, alors je fais de l'occupationnel en attendant. J'espère quand même que ça ne va pas prendre trop de temps. Donc voilà, il s'énerve un peu. On est aux alentours, donc là, il est vraiment sur la fin. Ok, blablabla, je sais plus quoi dire là. Moi qui suis bavard en général. Donc voilà, il termine de son côté. Et on a à peu près une minute pour faire le slice. Et on a une fluidité correcte pour travailler, j'ai envie de dire, surtout si c'est une solution alternative. Par exemple, moi, je fais tous mes slices et tous les gros fichiers sur l'ordinateur dans mon bureau, qui est un gros ordinateur, mais des fois, c'est plus facile de pouvoir contrôler un truc directement. Je le fais depuis l'atelier. Alors, pour un deuxième fichier, j'ai trouvé ce Roilich, hein, cet Artas, qui lui a 1 655 000 polygones. Donc, c'est normalement vraiment beaucoup plus compliqué de travailler avec. Alors là encore, je vois à l'écran en faisant la voice-over que la fluidité n'est pas la même que j'ai perçue au moment. Alors je dis pas que c'était hyper fluide, mais ici ça me paraît beaucoup moins fluide que ce que c'était au moment où j'ai enregistré l'écran. Et donc je pense que c'est une question de codec d'enregistrement de l'écran dans OBS. Parce que dans Orca Slicer, c'était relativement fluide. Vous verrez après,
Dans Cura, là, c'était vraiment pas fluide du tout. Cura gère moins bien, manifestement. Bon, mais on va regarder. Bon, alors là, j'ai lancé la découpe. J'ai lancé un chronomètre aussi en même temps pour qu'on puisse essayer de voir le temps, hein, parce que ça m'avait l'air d'être beaucoup plus long. Je rappelle, ici, on a quand même 1 600 000 polygones. On est sur quelque chose qui déjà prend du temps et rame un peu sur mon Mac Studio. Alors, ça m'étonne pas que sur un tout petit ordi comme ceci, ça prend beaucoup plus de temps. Mais est-ce que c'est complètement irréalisable ou non? Donc voilà, ici, petite ellipse temporelle, on est à peu près 8 minutes. Donc 7 minutes 56 pour obtenir ceci. Alors, comme je le répète, c'est un peu plus lent que ce qu'il y avait au moment où j'ai enregistré ici à l'écran, mais c'était quand même vachement ralenti, hein, le nombre de polygones affichés, enfin voilà, le GPU gère un peu plus difficilement dans la phase slice. C'est quelque chose que j'ai déjà, enfin, une fois qu'on a slicé, c'est quelque chose que j'ai déjà constaté avec plusieurs slicers en utilisant avec des ordinateurs un peu moins performants. Voilà, c'est pas étonnant, mais c'est absolument pas impraticable, hein. C'est quelque chose qu'on peut utiliser quand même assez facilement. Alors, je vais maintenant installer Cura et on va regarder avec Cura ce que ça donne. Bon, alors comme dans Cura, il n'y a pas le profil pour la XL et que je veux quand même comparer un peu à situation similaire, je me crée un profil vite fait comme pour la XL et je viens mettre ici le fichier. Alors, la fluidité est assez similaire à ce qu'on a avec Orca Slicer. Je vais le slicer et on va regarder ce que ça donne. Alors ça a pris un petit peu plus de temps, à peu près 1 minute 30, mais il a enfin réussi à slicer. Par contre, vous verrez ici, c'est au niveau de la prévisualisation, là c'est très très lent, hein. Ça c'est, on est presque dans de l'impraticable, alors qu'avec Orca Slicer, c'était tout à fait jouable, pas super confortable, mais tout à fait jouable. On voit que Cura est un peu moins bien optimisé, en tout cas sollicite beaucoup plus le GPU. Vu l'état dans lequel c'est, je vais même pas essayer de faire le test avec le Roi Liche parce que je crois que j'aurai un slideshow ou un PowerPoint parce que ça le gérera pas. Bon, et alors juste pour le fun, j'ai téléchargé Prusa Slicer qui est, voilà, je sais pas si Orca Slicer est mieux optimisé que Prusa Slicer, puisque Orca Slicer est sur le moteur de Prusa Slicer. Si j'aurais des performances similaires ou non, bon, on va regarder. Bon, alors au niveau de la fluidité et du slicing, c'est vraiment très similaire à Orca Slicer. Voilà, j'ai à peu près la même expérience. Ça a pris à peu près 1 minute pour faire le slice. Et au niveau de la fluidité, j'ai pas remarqué de choses particulièrement différentes. C'est globalement fluide et ça l'est juste un petit peu moins au niveau du rendu une fois qu'on a slicé. Alors là encore, il y a c'est pas aussi fluide, enfin c'est pas fluide comme moi je l'avais sur mon ordinateur au moment où je le regardais. Je pense que voilà, je dois essayer de trouver quelque chose, comment faire en sorte que ce que j'enregistre soit, c'est pareil, c'est pas la première fois que je vois ça. C'est peut-être la compression GPU, enfin je sais pas trop comment ça se passe dans OBS, mais de ce côté-là il y a un souci. J'ai un peu cherché dans les préférences si on pouvait activer ou non un rendu 3D, c'était pas le cas. Bon, voilà. Bon alors maintenant j'installe Blender. Pourquoi? Parce que il peut arriver d'avoir besoin de faire quelques petites modifications sur un STL. Alors je ne pense pas du tout, je suis même à peu près certain que cet ordinateur n'est pas fait pour faire de la modélisation 3D sous Blender. Moi je le fais sous mon Mac Studio, c'est vraiment autre chose comme performance. Mais est-ce qu'on peut quand même néanmoins faire des petites choses sous Blender, venir corriger un modèle, venir modifier la topographie, enfin voilà, est-ce qu'on peut faire des choses sur des modèles 3D avec ce petit ordinateur? C'est ce que je vais regarder. Bon, alors premièrement, je vais faire un cube. Alors là, c'est pas dur, hein. Sur le cube, on a 8 polygones, donc c'est pas un problème. Je viens mettre un modificateur pour pouvoir le subdiviser. Là, j'arrive à peu près à 400 000
face, donc c'est déjà un petit peu mieux et on voit qu'on a 100 mégas de mémoire utilisée, ça reste fluide. Alors on est en mode layout, donc a priori on fait pas trop d'opérations et ça n'a pas encore été appliqué. Là j'ai appliqué le modificateur et ça va. Je passe en mode sculpting et ben, franchement c'est fluide, hein. Regardez, je peux venir sans difficulté venir graver. Alors là je fais un peu n'importe quoi et au passage je découvre la nouvelle interface de Blender. Je suis un peu perdu, ça ressemble à ZBrush. J'ai pas trop l'habitude avec la disposition des objets comme elle est là, donc ben voilà, si vous me voyez faire un peu n'importe quoi, c'est parce que je fais un peu n'importe quoi. Bon, toujours est-il que à ce niveau-ci on n'a pas trop de difficultés. Alors, je vais le solliciter un petit peu plus et je viens refaire un modificateur avec une subdivision et je vais donc à nouveau augmenter le nombre de polygones. Alors là, on sent qu'il patine un petit peu plus. Voilà, il est passé à 1 500 000 vertices. Donc là, a priori, ça devrait être un petit peu plus compliqué. Je vais appliquer le modificateur. Je le fais ici en temps réel. Ça s'est fait assez rapidement, donc c'est quand même assez. Alors Blender est assez bien optimisé, mais quand même, hein, on voit qu'on peut travailler. Et je vais repasser en mode sculpt pour travailler ceci. On voit que ça commence à être légèrement moins fluide. Je vais prendre un outil, n'importe lequel, et voir ce que je sais faire en temps réel. Donc là, vous voyez, on a un peu moins de fluidité, mais encore une fois, on peut tout à fait travailler. C'est quelque chose quand même qui est assez dur. Alors, je vais essayer un DynTopo. Ça, en général, ça bouffe de la ressource. On voit ici qu'il met du temps à l'activer. Et je pense que ça va être un peu plus compliqué en DynTopo. Ouais, vous voyez, là, ça passe pas, hein. Il me fait un PowerPoint. Et j'imagine qu'à un moment donné, il va me faire, ouais, voilà. Donc la DynTopo, ça marche pas top. C'est pas grave, on peut travailler comme ceci en mèche réelle. Et bon, c'est un test qui est relativement concluant sous Blender. Alors autre petit test ici, j'importe un STL, c'est le fameux Artas qui a, on le voit ici, hein, 1 656 000 polygones. On voit que la fluidité est correcte, mais pas non plus extrêmement fluide. Ça m'étonne pas. Je vais passer en mode sculpting et on va voir si je trouve mon bonhomme. Là, ça bug un peu. Ah non, voilà, il est là. Je passe en mode sculpting et je vais voir si je peux appliquer un smooth dessus assez facilement. Si je trouve le smooth dans la nouvelle interface, oui, je le découvre avec vous, hein. Là, c'est vraiment galère. Ah voilà, j'ai trouvé mon smooth. Et je l'applique comme ceci en temps réel. Vous pouvez voir que, bon alors là j'y vais un peu fort, hein, mais c'est possible. Alors oui, le modèle qui se sépare ici, c'est parce que la personne qui a publié le modèle l'a un peu fait comme un porc, hein. Le modèle a été découpé sauvagement et n'a pas été bien retravaillé. Bon, hein, on va faire avec. En tout cas, le smooth fonctionne bien, donc je pourrais utiliser tout à fait ce petit ordinateur pour, comme ceci, venir corriger certains modèles que j'apprécie un peu moins parce que je les trouve finis de manière grossière. Alors, autre test intéressant, hein, pour nous les makers, c'est Lightburn. Alors, Lightburn n'est pas du tout un logiciel exigeant, mais si vous chargez certaines images et que vous essayez de travailler sur des images haute résolution, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors là, j'ai installé, enfin, j'ai mis un profil comme ça vite fait d'un graveur laser en surface de travail de 40 sur 40 et je vais aller chercher une photo en haute résolution sur laquelle je vais appliquer des algorithmes. Alors pour ça, je vais aller sur Imager, mais c'est Free Image, je sais plus, les images gratuites qu'on peut retrouver sur Imager. Et comme c'est bientôt Noël, et ben voilà, je vais prendre, c'est Laserpix, ok. Comme c'est bientôt Noël, je vais prendre cette image de Noël. En version originale, je vais appliquer dans Lightburn directement les algorithmes pour graver. Hein, puisqu'on peut choisir déjà une image pré-traitée. Là, je vais lui demander à Lightburn de faire le traitement lui-même. Bon alors voilà, j'importe l'image, vous voyez c'est fluide, ça bouge, aucune difficulté. Je viens, alors je vais pas vraiment graver, hein, je vais venir mettre des valeurs comme ceci. Je choisis bien mon mode d'image, hein, vous voyez ici j'en ai différents, ce sont en fait des algorithmes de traitement de l'image qui va appliquer au moment de la gravure. Je vais lui faire un traitement d'image en Stocky et si je viens regarder la prévisualisation,
Voilà, ça met un petit peu de temps à charger, mais a priori, il prévisualise sans problème. Voilà, je pense que là, j'aurais vraiment absolument aucune difficulté à utiliser Lightburn avec cet ordinateur. Bon alors, dernier petit test, on a déjà un petit peu regardé, mais là, si je me mets sur MakerWorld et que je navigue, ben, quelle est la vitesse? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est fluide? Ben, comme vous voyez ici, on n'a vraiment aucun problème à utiliser le site. C'est fluide, ça fonctionne. Si on clique sur les images et les défilés, ben, ça va sans aucune difficulté. On n'est pas sur un truc qui est absolument rédhibitoire et qui empêchera même de naviguer. Donc je pense que c'est aussi une machine qui peut très bien servir au petit travail quotidien, entre guillemets, de, comment dire, de bureautique. Alors je vais faire un dernier test, c'est essayer avec Inkscape, hein, puisque dans Lightburn on peut utiliser des vecteurs. Alors moi j'utilise Illustrator, mais il faut payer une licence, donc beaucoup utilisent Inkscape pour faire ça. Alors je vais essayer avec Inkscape pour voir ce que ça donne. Je laisse ici l'installation en temps réel, comme ça vous voyez, hop, l'installation aussi s'est passée assez bien, hein, ça n'a pas mis 45 minutes pour installer. Je suis ici dans Inkscape, l'interface est relativement fluide. Alors, je travaille pas beaucoup avec Inkscape, donc ben, là, je vais vous passer un peu parce que je cherche quelques trucs. Mais si je viens faire des formes, ça marche sans problème. C'est un logiciel vectoriel, hein, et normalement, le vectoriel ne nécessite pas énormément de ressources dû justement au fait qu'on est sur des images vectorielles. Je vais venir appliquer ici un opérateur booléen, créer des... Là, je fais un dégradé, ça est toujours aussi fluide, ça fonctionne toujours aussi bien. Je vais m'amuser à créer des formes, enfin voilà, je fais un peu n'importe quoi ici. Moi, l'idée, c'est de montrer que ben, malgré tout, ça reste fluide malgré ce qu'on fait. Et je vais quand même faire un truc un peu plus concret, c'est de venir créer comme ceci une forme et venir l'importer dans Lightburn. Donc voilà, hein, je fais un petit peu joujou ici avec des créations de formes. J'ai ma forme, je vais l'exporter en SVG et après je vais venir l'importer dans Lightburn pour faire comme si j'allais le graver. Donc ici, je rappelle encore, ce ne sont pas des opérations lourdes, hein, ce que je suis occupé de faire, mais vous voyez que je peux le faire sans aucune difficulté. Et l'importation dans Lightburn se déroule sans aucune difficulté non plus. C'est fluide, je peux le travailler, changer mes calques, enfin bref. De ce côté-là, plutôt convaincu, ça marche bien avec Lightburn également. Et Inkscape. Donc voilà, je vais donner un petit peu ma conclusion, hein. J'avais un petit peu peur avec ce prix parce que j'avais déjà, il y a quelques années, quand on testait comme ça des ordinateurs à très bas coût avec des petits processeurs, ben, c'était vraiment des trucs hyper lents. On pouvait rien faire avec, même lancer une page internet, c'était trop galère. Ici, ben, c'est pas le cas, hein. On est sur quelque chose qui est quand même assez cohérent au niveau des performances. Alors, vous n'allez pas faire du jeu vidéo, vous n'allez pas faire du gros traitement graphique et tout ça, mais je pense que pour une machine du quotidien, pour faire juste de la bureautique, ça c'est absolument aucune difficulté. Surfer sur des sites web, on n'a pas le moindre souci non plus. Et pour dans l'atelier, la plupart des process, que ce soit de faire un découpage en utilisant K-Slicer qui est mieux optimisé, faire du Lightburn, travailler avec des outils contrôleurs pour nos machines, etc., ne posera également aucune difficulté. Donc ben voilà, un petit test qui pour moi est concluant. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine.